Alors, je vais continuer ce que j'avais commencé à faire le vendredi avant les vacances, même s'il y a quelques nouvelles depuis qui apparaîtront peut-être en fin de cours aujourd'hui ou dans le cours la semaine prochaine. Mais fondamentalement, c'est comment, comme je n'ai pas encore fait vraiment d'estimation a priori à partir de techniques d'équations aux dérivées partielles, on verra comment la transformation de mes équations en équations d'Hamilton-Jacobi, comment ça permet une lecture beaucoup plus économique, rapide de ces estimations a priori, et on pourra exploiter cela de manière assez détaillée. Ça sera d'ailleurs aussi l'occasion de relire les questions de propagation de monotonie avec encore une vision un peu différente. Quoi qu'il en soit, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est toujours en travaillant sur les caractéristiques, dans l'esprit de ce que l'on avait vu là, juste avant les vacances. Donc je vous rappelle, juste avant les vacances, la question que l'on avait vue, c'était comprendre quand est-ce que, en travaillant sur les caractéristiques, donc je suis obligé dans RD, le temps est évidemment positif. Là-dedans, les F sont régulières à dérivée bornée, pas nécessairement bornée, mais comme la dérivée première est bornée, ça veut dire que c'est la croissance au plus linéaire, et U0 est régulière, bornée à dérivée bornée. Pour simplifier, c'est un cadre de travail naturel. Bien, donc ce que l'on avait vu, c'est qu'il y avait une condition qui s'interprétait en tout cas assez bien dans le cas du passage à l'inverse, j'allais dire par dualité, qui portait sur U0, mais on pouvait aussi avoir une condition qui portait sur F. Pour la condition sur F, on avait vu que le passage à l'inverse n'expliquait pas vraiment d'où ça venait. On faisait la démonstration, on comprenait pourquoi c'était naturel, puisqu'il faut effectivement, pour avoir des solutions régulières globales, que F et U0 soient monotones, et il faut un petit peu plus. Donc, plus quelque chose qui est soit F, soit U0, qui a une propriété supplémentaire. Et cette propriété supplémentaire, donc je l'écris maintenant ici, est une propriété que l'on peut, par exemple, indiquer sur la dérivée, qui consiste à dire que F' au point Z, donc F est une fonction de RD dans RD, F' de Z est une matrice. Si vous regardez F' de Z, xi, donc la dérivée dans la direction xi, si vous voulez, ceci est supérieur à un U qui est indépendant de Z et indépendant de xi, de F' de Z xi au carré. Donc ça, c'est l'hypothèse sur F. Donc on a vu que c'était une bonne hypothèse pour démontrer l'existence d'une solution régulière. C'est quelque chose qui élimine les rotations de pi sur 2, hein, qui en particulier, si F est la dérivée d'un Hamiltonien, c'est-à-dire si F' est symétrique, c'est toujours vérifié, cette hypothèse. C'est vraiment une hypothèse sur l'inverse de F', hein, formellement. Mais peu importe. Et donc l'autre hypothèse, qui elle s'exprime très bien parce que justement c'est une hypothèse sur l'inverse, consiste à faire le même genre d'hypothèse, mais maintenant sur la condition initiale. Donc j'ai toujours utilisé la variable xi supérieure à nu U'0 de x xi carré. Donc ce qu'il faut éliminer, c'est que les deux soient des rotations du style pi sur 2, hein, ou en tout cas que localement, en un point, on ait des phénomènes de monotonie limite qui, lorsqu'on les combine, puisque la solution, c'est essentiellement la composition, et c'est l'inverse de quelque chose qui fait intervenir la composition de f et de u0, de façon à être sûr que la composition de f et de u0 ne commence pas à avoir des valeurs propres réelles négatives, de sorte qu'on est sûr d'avoir la régularité. Donc on avait fait des estimations a priori sur les caractéristiques. Ça, j'arrête là les rappels. Étant entendu que c'était vraiment des démonstrations, pour l'instant, qui ne sont pas du tout EDP. Ça, on y viendra plus tard. Bien. Et on en aura besoin si on veut pouvoir gérer des situations avec des opérateurs du deuxième ordre, etc., etc. Bien.
Alors aujourd'hui, ce que je voudrais, c'était simplement étendre ce que l'on a fait, simplement, enfin on va voir qu'il faut quand même un peu réfléchir, étendre ce que l'on a fait à des systèmes généraux. Et la première chose que je vais faire, c'est prendre un système à variables séparées. Donc la première extension que je vais regarder, et une fois qu'on aura compris ça, on pourra regarder le cas général. Et là, je ne referai même pas les démonstrations dans le cas général, vous comprendrez facilement les adaptations. Donc, c'est tout à fait semblable. La seule chose qui, effectivement, change beaucoup dès que vous rajoutez un petit second membre comme ceci, bien, la seule chose qui change, c'est que pour construire une solution par les méthodes de caractéristiques, que doit-on faire? Donc, le système caractéristique, bien, il n'est plus explicite. C'est déjà, on le voit apparaître dans ce cas-là, et c'est ça le principal intérêt de travailler dans ce cadre-là, parce qu'avant d'étudier un système absolument général, un système caractéristique général, eh bien, il est bon de regarder ce cas-là. Donc, je vais utiliser la même lettre U, parce que c'est grosso modo la valeur de U le long des caractéristiques. Même si là, grand X de t et U de t sont vraiment des solutions d'un système différentiel. C'est ça, c'est solution du système que je suis en train d'écrire. La deuxième partie étant U point égale petit f de x. Voilà. Avec comme condition initiale x à l'instant 0, donc x en temps t égale à 0 égale petit x, et U à l'instant t égale à 0 égale U0 de petit x. Bien. Et ça, comme je l'ai déjà expliqué auparavant dans des cours antérieurs, ça nous permet, en tout cas formellement, de construire la solution. Donc on s'attend à ce que U au point x de t et à l'instant t, ça soit justement ce U de t. Donc, en d'autres termes, par la résolution de ces équations différentielles ordinaires, on peut obtenir ce qui devrait être la solution le long de la courbe caractéristique. Bien. Alors, bien entendu, pour que ceci soit réellement une construction d'une solution, il faut que l'application pour chaque t, que l'application qui a petit x donne grand X de t soit quelque chose qui soit un difféomorphisme bilipschitsien, enfin que c'est toutes les propriétés qu'il faut. Après, la régularité, dès qu'on aura l'aspect Lipschitz, la régularité s'en suivra. Donc la question, comme toujours par la méthode des caractéristiques, c'est comprendre pourquoi cette application est un difféomorphisme, one-to-one, comme disent les Américains. Bien. OK, donc on sait que ce qu'il va falloir, c'est que F, que grand F, que U0 soit monotone. On le sait. On sait aussi, d'après l'examen du cas particulier qui est là, qu'il va falloir rajouter un petit peu plus. Et la question est de savoir quoi. Et donc, ce que l'on va voir, c'est que ce qu'il faudra en plus pour la régularité, bon, alors je vais donner un nom à un objet comme ça. Hein. Lorsque vous avez une fonction de RD dans RD, hein, je l'appelle, je ne sais pas moi, phi de RD dans RD. Et lorsqu'elle a la propriété plus forte de monotonie, à savoir qu'il existe un nu tel que quel que soit x ou quel que soit y dans RD, tel que quel que soit y dans RD, phi prime de y xi, scalaire xi, soit supérieur à nu phi prime xi au carré, eh bien, si vous faites cette hypothèse, oui, si vous avez cette propriété, quel que soit y dans RD, quel que soit xi dans RD, je vais appeler ça nu monotone. Hein, il n'y a pas de terminologie consacrée. Hein. Je vais simplement appeler ça nu monotone pour pas me fatiguer à toujours réécrire ces inégalités. Pour la régularité, ce que l'on va voir, c'est que ce qu'il faut rajouter, c'est que ou bien grand F est alpha monotone pour un certain alpha strictement positif,
ou bien f et u0 sont alpha monotones pour un certain alpha positif. Donc, vous voyez le choix que l'on va avoir, c'est à nouveau ça se passe bien au niveau du f, ou alors ça se passe bien pour les choses qui dépendent de x, entre guillemets. Bon, alors qu'un second membre, ça soit un peu la même chose qu'une condition initiale, ça c'est logique. Hein. Normalement, ça joue un peu le même rôle, une condition initiale et un second membre. Puisqu'en fait, des seconds membres déclenchent, c'est comme si à chaque fois les seconds membres déclenchaient, pensez à la méthode, à la formule de variation des constantes, déclenchent des bouts de solution quand le temps avance. Au passage, d'ailleurs, j'aurais pu mettre des dépendances en T là-dedans, ça ne change absolument rien. Hein. Bon. Alors, ça, c'est le résultat final que je donnerai de manière un peu plus précise, mais il nous le faut comprendre. Alors, comment faire ceci? Une manière de comprendre si on a un difféomorphisme, c'est de s'assurer, comme j'ai déjà fait dans le cas où on n'avait pas le petit f, et on avait les caractéristiques, hein, dans le cas où il y a petit f, u point, ça vaut 0, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et on retombe sur les questions que l'on avait abordées la dernière fois. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut regarder la linéarisation dans une certaine direction. Donc, on linéarise dans la direction état, de façon à voir si effectivement on veut un difféomorphisme, et on va regarder la dérivée de cette application et tenter de vérifier que la dérivée est effectivement quelque chose qui est une matrice inversible et qui est une matrice qui est uniformément inversible, de façon à être sûr qu'on a un difféomorphisme global. Uniformément inversible, c'est-à-dire un inverse uniformément borné. Alors, donc, on linéarise dans une direction état. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, alors, il faut que j'introduise des notations. J'aurai xi point linéarisation égale f' en un certain point u scalaire phi, linéarisation de u, phi point égale f' de grand X scalaire xi. Xi à l'instant 0 égale état. Et enfin, phi à l'instant 0 égale u'0 de x scalaire état. Bien. Et la question, c'est, on a effectivement une application qui, à état, donne, vous fixez un temps strictement positif, vous regardez, après il y a l'uniformité en temps, mais ça c'est vraiment un détail, vous regardez cette application linéaire qui à état donne xi à un certain temps, et vous voulez être sûr que c'est une application, que cette matrice est inversible, et vous voulez avoir une borne sur l'inverse. En d'autres termes, vous voulez avoir une estimation a priori de état en fonction de xi. Alors, comme toujours, pour comprendre quelles sont les conditions, pour s'échauffer, on peut commencer par demander juste l'inversibilité de la matrice sans se préoccuper d'estimation a priori. L'inversibilité de la matrice, c'est évidemment, dans un cadre comme ceci, c'est évidemment s'assurer que le noyau est réduit à 0. Donc, si on suppose que xi de t est égal à 0, pourquoi est-il vrai que état est égal à 0? Alors, la démonstration, c'est une démonstration que j'ai fait souvent, qui reflète toujours ces questions de monotonie, consiste juste, ça je le fais rapidement, à prendre la d sur dt de xi scalaire phi, ça c'est vraiment la monotonie, hein, en linéarisé, puisque xi de t, ça correspond à du x, et phi, ça correspond à du du. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'attend à ce qu'il soit positif ou nul. Et lorsqu'on fait le calcul, que récupère-t-on? Bien, on récupère f' phi plus f'
xi, xi. De sorte que c'est effectivement, si on a la monotonie, c'est positif ou nul. Et si on suppose que xi de t est égal à 0, bah, ça veut dire que donc 0, à savoir xi de t, et ouais, bon, bref, xi de t, fois phi de t, est égal, j'écris les choses comme ceci, est égal à xi à l'instant 0, c'est eta, phi à l'instant 0, c'est u', donc ça fait u'0 de petit x eta scalaire eta, plus l'intégrale de 0 à t du bazar qui est là, f' fois phi phi, plus f', xi, xi. De sorte que, effectivement, tous ces termes sont positifs ou nuls, et que si ce terme est nul, c'est ça, essayez de vérifier que l'on a l'injective, enfin que le noyau est réduit à 0 et que donc on a l'inversibilité de la matrice, eh bien donc si on a cette condition finale, vous voyez que tous ces termes sont nuls. Bon. Alors vous voyez que si vous faites une hypothèse sur U0, okay, si vous faites déjà une hypothèse sur U0, le fait que si ça c'est 0, donc en fait ceci ça vaut 0, ceci ça vaut 0, et ceci ça vaut 0. Donc si effectivement vous avez l'hypothèse sur U0, dans le cas où vous faites l'hypothèse sur U0 et F, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que U'0 scalaire eta est égal à 0, c'est-à-dire que phi à l'instant 0 vaut 0. Ça, c'est la première information que vous récupérez. Là, c'est simplement positif ou nul, vous ne pouvez rien à dire. Mais là, qu'est-ce que vous récupérez? Bien, vous récupérez que f' scalaire xi est égal à 0. Hein, puisque l'hypothèse, c'est précisément dire que ce produit, cette forme quadratique, majore la taille du vecteur. Donc, bah, si ça vaut 0, le vecteur, il est nul. Et donc, vous voyez que vous avez un phi dont le phi point est nul, et dont la valeur initiale est nulle. Ça veut dire que phi est entièrement nul. Et si phi est entièrement nul, xi point vaut 0. Et si xi point vaut 0, bah, ça ne bouge pas, et comme on est en 0 à l'instant t, on est bien à 0 initialement. Vous voyez, c'est un peu plus indirect parce qu'on a vraiment les deux composantes du système. On ne le lit pas comme on le lisait lorsqu'on avait une équation explicite. Donc, voilà comment on récupère, dans le premier cas, si on fait cette hypothèse, voilà comment on récupère l'information qu'il nous fallait, à savoir que le noyau est réduit à 0. Dans le deuxième cas de figure, où on fait l'hypothèse sur grand F, c'est en fait plus simple, mais c'est du même tonneau. Hein. Il y a deux termes dont on dit qu'ils sont positifs, donc hypothèse sur F. Bien, ce terme-là, on dit qu'il est positif ou nul. Celui-là, on dit qu'il est positif ou nul. Bon, ils sont nuls, mais on s'en sert pas. Et celui-là, le fait que celui-ci s'annule, ça nous entraîne que F', comme c'est précisément l'hypothèse que l'on a faite, là, on récupère directement que F' phi est égal à 0. C'est-à-dire que xi point égale à 0, et on conclut qu'effectivement, xi ne bouge pas, comme il vaut 0 à l'instant final, il vaut 0 initialement. Voilà. Donc, dans les deux cas de figure, on a juste vérifié l'invertibilité de la linéarisation, donc ce qui veut dire qu'on a un difféomorphisme, en tout cas, localement, c'est un difféomorphisme. Ensuite, reste à contrôler globalement cette application non linéaire et sa linéarisation, et de sorte à être sûr que l'on a construit globalement sur l'espace tout entier et globalement en temps une solution régulière. Donc pour ce faire, ce qu'il faut obtenir, c'est une estimation a priori. Il faut un peu durcir cet argument pour en déduire non pas simplement que xi égale 0 entraîne eta égale à 0, mais pour obtenir une estimation, donc maintenant la deuxième question que l'on se pose,
c'est pourquoi est-il vrai que eta peut se majorer par une certaine constante qui éventuellement dépend de cet instant, fois xi de t. Vous voyez bien que c'est la borne inverse. Si vous avez un système différentiel, dire que xi se majore par une constante fois eta, c'est une banalité sur les systèmes différentiels linéaires. En revanche, là, il s'agit de l'application inverse et d'être sûr que, effectivement, maintenant que l'on sait que si on a un xi de t, on a un seul état possible, eh bien c'est ce état, arrive-t-on à le contrôler? Bon, alors, on peut refaire les démonstrations en traînant des Gromval dans tous les sens pour obtenir une estimation a priori. Mais je vais vous montrer une voie de paresseux. Hein. Vous le savez bien, les mathématiques, c'est un sport de paresseux. Donc, comment essayer de trouver une manière de se dire, oh, si on s'est démontré un bazar comme ça, dans le cas du zéro, ça suffit si on a une bonne hypothèse sur les matrices qui sont en jeu. Alors, essayons effectivement de comprendre un peu la situation abstraite que l'on a, et je vais, enfin abstraite, c'est un bien grand mot, la situation générale que l'on a, qu'est-ce que je peux effacer? Les rappels ici. Donc la situation que l'on a ici, c'est que nous avons affaire à un système différentiel linéaire avec ici un a de t fois x, un phi, pardon, ici un xi, et un phi point qui est égal à une certaine matrice b de t fois xi. Et qu'est-ce que je sais sur les A et sur les B? Et je vais d'ailleurs en rajouter encore une petite couche. Xi en t égale à 0 égale eta. Et phi à l'instant t égale à 0 égale une certaine matrice C fois eta. Bien. Alors que sait-on sur les matrices? Ce que l'on sait sur ces matrices, c'est que A, B de t, C sont des matrices bornées. Et d'ailleurs, à dérivée temporelle bornée aussi, si vous voulez, mais bon, on pourrait prendre des convergences faibles si on en a envie après. Donc, alors ça, le fait qu'on ait des dérivées temporelles bornées, c'est que les solutions U et X, hein, quand on résout comme ceci ce système différentiel ordinaire, on connaît leurs propriétés par rapport au temps. X point est borné, U point est borné, donc on a des informations sur les dérivées temporelles. Donc on a de l'équicontinuité, mais ce n'est vraiment pas le point important. Rien que ceci suffirait. Bien. Et donc, après, on est en train de faire des hypothèses sur le fait que pour chaque temps, A de t, ou je vais mettre A de S parce que le t, d'une certaine manière, a été fixé, que A de S, B de S et C se baladent dans un ensemble de matrices qui sont effectivement dans un ensemble compact de matrices et qui ont les propriétés, soit pour A et C, soit pour B, d'avoir cette nu positivité, ou alpha positivité uniforme. Et la question est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, je peux avoir une estimation a priori sur l'invertibilité, qui est toujours vraie, c'est la même démonstration. Hein. Donc, je suppose que A, B, C sont positifs ou nuls, et que A, C sont alpha positives, et que B est alpha positif, ou que B est alpha positif. Et donc, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi, effectivement, j'ai une estimation état majorée par une certaine constante fois xi, où la constante ne dépend à la fois que de alpha et que des bornes sur les matrices. Donc, c'est ça ma question. Si j'ai ça, j'aurais effectivement démontré une estimation a priori. Eh bien, nier cette inégalité, on va raisonner par absurde pour démontrer cette estimation a priori, donc par l'absurde. Cela veut dire que vous pouvez prendre des suites AN, BN, CN, état N, hein,
Et dire que cette inégalité n'est pas valide, c'est dire que, a priori, la meilleure constante, vous avez une inégalité qui est inversée avec une constante qui tend vers l'infini. Et donc, si je normalise état, puisque tout ceci est invariant par homothétie, si je normalise les états n pour qu'ils soient de norme 1, cela veut dire, par l'absurde, que xi n à l'instant t tend vers 0. Avoir une estimation a priori, c'est simplement essayer de remplacer le 0 par une suite qui tend vers 0. Et c'est là d'ailleurs où on voit que si on ne rajoute pas la alpha monotonie, on ne peut pas avoir d'estimation a priori, hein, parce que si on ne fait pas une hypothèse uniforme sur cette alpha positivité ou alpha monotonie, parce que par passage à la limite, on pourrait perdre la alpha monotonie. Donc là, tandis que maintenant, dans une situation comme ceci, c'est clair, quitte à extraire une sous-suite, hein, on extraire sous-suite, on a des ensembles compacts. Alors c'est là où je me sers du fait que par rapport au temps, j'ai un peu de compacité sur les AN et les BN, parce que j'ai de l'équicontinuité, Ascoli, si vous voulez. Hein, Ascoli Arzela. Mais en fait, c'est même pas nécessaire, parce que rien qu'avec des bornes, on pourrait se servir de la convergence faible étoile. Et la notion de alpha positivité est stable par passage à la limite faible. C'est le bon sens de l'inégalité. Bon. Donc, pas vraiment nécessaire. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Donc, on peut toujours supposer que AN converge vers A, que BN converge vers B, que CN converge vers C, et que état N converge vers état, et quant à xi n, il tend vers 0. Et donc, on se retrouve effectivement à une situation comme ceci, avec xi de t qui vaut 0, et on sait que ou bien A et C sont alpha positifs, ou bien que B est alpha positif, et ça entraîne que état est égal à 0, ce qui est la contradiction désirée, puisque les états n étant de norme 1, on est en dimension finie, le état est de norme 1, et donc la contradiction prouve que l'on a une estimation a priori. Donc, pourquoi je fais ça? C'est que, autant j'avais bien insisté qu'on avait besoin d'une estimation a priori dans le cas où il n'y avait pas de f, autant on voit que si on a une bonne hypothèse qui est stable par passage à la limite, du style l'uniforme alpha monotonie, eh bien, comprendre que le noyau est nul ou avoir l'estimation a priori, c'est la même chose. Et ça, on le retiendra pour le cas général. Ça nous permettra de toujours regarder ça et se dire, ça y est, c'est bon si on met les hypothèses uniformes qu'il faut, qui sont stables par passage à la limite. Donc ça, c'est une astuce qui permet de ne pas avec des estimations a priori qui peuvent être un peu désagréables et qui, là encore, se gèrent relativement facilement, mais quand on va commencer à compliquer les systèmes, on n'y voit plus rien. Hein. Donc, ce n'est pas transparent, alors qu'en fait, il n'y a rien à faire. Si on réfléchit bien, il n'y a rien à faire, c'est juste un principe de continuité du fait qu'on est en dimension finie. Et donc, les estimations a priori ponctuelles ou uniformes, c'est presque la même chose. Il faut juste le bon cadre de travail et le bon ensemble de matrices. Voilà. Je n'en dis pas plus, donc vous voyez bien le principe, c'est que dès qu'on a quelque chose comme ceci, effectivement, je peux lever ce point d'interrogation. On a une estimation a priori sous les bonnes hypothèses, c'est-à-dire ou bien que les A et B sont alpha positifs, les A et C sont alpha positifs, le même alpha pour tous les S, ou bien que B est alpha positif, toujours le même alpha. Il faut de l'uniformité là-dedans, et on a toutes les estimations a priori qu'on veut, et en fait, l'argument, il est là. Vous remplacez F', tous les primes par des A, B et C, et c'est exactement le même argument. Bien. Donc, la moralité, c'est que dans ce cadre où on n'a plus une formule aussi simple pour les caractéristiques, eh bien, on a néanmoins démontré le théorème suivant d'existence globale d'une solution régulière unique. Donc, le théorème est le suivant. Donc, je ne répète pas les hypothèses précédemment faites sur
la régularité des données, hein, toujours pour f, c'est U0, c'est régulier. Donc, le théorème, c'est que si on suppose si U0 et petit f sont alpha monotones, ou si, c'est ça vraiment l'hypothèse importante, ou si f est alpha monotone, il y a toutes les hypothèses de régularité que j'ai déjà indiquées, et en plus, bon, je n'ai pas dit sur f, c'est une fonction dont les dérivées sont bornées, régulière dont les dérivées sont bornées, c'est comme le petit f, c'est comme le grand f. Quoi qu'il en soit, donc je rajoute, elles sont toutes monotones, et si en plus on a un chouïard en plus, soit pour le couple 0 et f, soit pour grand f, alors il existe une unique solution globale, régulière, et là, dans ce cas de figure, comme j'ai supposé que U0 est borné, ça veut dire que c'est borné à dérivée régulière, à dérivée bornée. Donc, si toutes les données sont C infini, c'est ce qu'on appelle C infini B, hein, c'est un dérivé borné sur l'espace tout entier. Bon, alors après, on peut assouplir les croissances des uns et des autres. Ça, c'est du travail purement technique qui peut nourrir des armées de mathématiciens affamés. Donc, c'est vraiment pas ça le point important. Il peut y avoir des aspects délicats, comme toujours, hein, dans les extensions techniques, mais la structure est là. Bien. Donc, voilà, nous voilà débarrassés de la petite extension, et maintenant, j'attaque le point final de l'examen de solutions régulières par monotonie. Hein. Souvenez-vous qu'ensuite, dans un deuxième temps, on sait et on peut, et où on doit, étendre le domaine des solutions régulières par technique de composition, comme je l'avais fait précédemment dans le cours. Je ne le fais pas ici, je me concentre uniquement sur la monotonie, étant entendu qu'après, il y a l'exploration de la géométrie des changements de variables. Puis dans les cas généraux, ce n'est pas très explicite, donc c'est un peu compliqué à formuler. Mais potentiellement, on sait qu'il y a une extension qui fait toute la différence entre un résultat et puis la condition nécessaire et suffisante dans le cas où on n'a pas de dépendance en x dans le système d'équations. Donc, tout ça pour dire que si même il y a des questions ouvertes sur comment formuler ça élégamment, en tout cas, la méthodologie est claire, on fait des compositions. Et puis après, on essaie de vérifier les hypothèses et on a des... Ça je ne veux vraiment pas l'écrire parce qu'on n'apprend rien. La méthodologie est claire et puis les hypothèses qu'on a sont monstrueuses, donc je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps là-dessus. C'est simplement faisable. Donc, le cas général pour conclure, et c'est toujours par les méthodes de caractéristiques, et après, il me restera un cours et demi, ou un cours et epsilon, un cours plus epsilon, pour... oui. Un cours, il me restera 2h30 pour vous expliquer toutes les techniques de DP, mais vous verrez, il va y avoir des choses, fort heureusement, avec les méthodes que j'avais juste avant les vacances, je n'aurais pas pu tenir en 3 heures. Là, maintenant, avec les simplifications qui sont arrivées, les extensions et la généralisation, c'est presque jouable. Ça ne le sera pas, mais ça sera jouable, en tout cas pour les équations du premier ordre. Rajouter les termes du second ordre, c'est une autre affaire. Alors, même si je vous expliquerai pourquoi, a priori, ça marche. Donc, le cas général consiste à donc regarder, et ça, c'est le système absolument général que l'on peut imaginer. Donc, le même champ de vecteurs qui, lui, maintenant, dépend de x et de l'inconnu grand U, de l'inconnu vectoriel grand U, et un second membre qui dépend de x et de u. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'au moins formellement, le passage à l'inverse, j'allais dire la dualité, c'est d'échanger x et u et f et g. Donc c'est pour ça que
comme là-dedans, hein, tout ça sont des opérateurs. Le passage en inverse est une opération naturelle. C'est pour ça que ça, c'est le bon cadre de travail. On pourrait se dire pourquoi mettre un U là-dedans, c'est du semi-linéaire. Non, c'est le bon cadre. C'est celui qui est invariant par changement de variable, etc. etc. Donc, c'est le bon cadre, entre guillemets, géométrique. Bien. Donc, et puis, c'est nécessaire pour les jeux à champ moyen, même si ceci étant les équations de style champ moyen. Donc, sur RD, je fais toujours les mêmes hypothèses sur F et G, sur les données. Donc, F et G sont des données régulières. Prenez-les si vous voulez vraiment pas avoir de soucis. Non, ouais. Donc, données régulières à dérivée bornée. Et U0 est une donnée régulière à dérivée bornée. Bien. Et maintenant, on recommence la même salade qu'avant, c'est-à-dire qu'on écrit le système caractéristique et on veut comprendre ce qui se passe. Alors, on sait bien que pour avoir une chance de régularité, il faut supposer que U0 est, enfin, avant éventuellement des changements de variables, que U0 est monotone, ça je le fais toujours, et que le couple GF, on avait vu que c'était ça la propagation de la monotonie, est monotone sur de R2D dans R2D. Donc G et F sont des fonctions de X qui est dans RD et de U qui est aussi dans RD, et c'est le couple GF qui doit avoir la monotonie globale par rapport à cet ensemble de variables. Lorsque vous avez des variables séparées, la monotonie par rapport à, ici, le G, c'est une fonction que de X, et le F, c'est une fonction que de U, si vous avez des variables comme ça, bien gentiment séparées. Auquel cas, la monotonie, vous avez G qui dépend que du premier paquet de variables et F qui dépend que du deuxième paquet de variables, bien la monotonie de l'application entière, c'est la monotonie de chacun des morceaux. Parce que les variables sont séparées. Mais dès que les variables sont mélangées, il faut qu'effectivement, on ait la monotonie globale de ce couple. Bien. Alors ensuite, on écrit donc le système caractéristique, toujours pareil, x point égale g de x et de u. Toujours pareil, on sait que ceci nous fournit a priori, à part que si je mettais un f ici, ça serait mieux, parce que ça aurait l'avantage d'être correct. Donc, U point égale G de grand X et de U. X en T égale à 0 égale petit x. U en T égale à 0 est égal à U0 de X. Et donc là, ce que l'on récupère a priori, c'est effectivement un système différentiel qui nous fournira, comme précédemment, la solution le long de ces courbes caractéristiques. Et toujours la même question, c'est vérifier l'injectivité de l'application, enfin l'aspect difféomorphisme de l'application qui a petit x associe grand X. Alors on a compris ce qu'il fallait faire, c'est que ce qu'il faut faire, c'est effectivement regarder le système linéarisé, écrire cette équation, regarder et essayer d'en déduire quelque chose du paquet de positivité et d'annulation que l'on récupère, en sachant bien que c'est dans la positivité du membre de droite qu'il va falloir dire, si je suppose un tout petit peu plus, c'est ça qui va me permettre de conclure. Tout petit peu plus, toujours au sens d'une sorte de alpha monotonie. Hein. Alors, comment je m'y prends? Je refais exactement la même chose qu'avant. Donc, x point égale fx, je vais écrire des choses comme ceci. Hein. Fx appliqué à xi plus fu appliqué à phi, phi point égale gx appliqué à xi plus gu appliqué à phi. La linéarisation est toujours pareil. Xi à l'instant t égale à 0 est égal à eta. Et phi à l'instant t égale à 0 est égal à u'0 certes au point x scalaire eta, appliqué à eta. Bien. Et donc, si j'écris d sur dt de xi de t,
Donc toujours pareil, on forme d sur dt de xi phi. On intègre ça de 0 en temps, donc je gagne un peu de temps, et on suppose que xi de t est égal à 0. Et donc je récupère que 0 est égal à u'0, la condition initiale, état, état. C'est le terme qui est ici. Il n'y a rien de changé. Bon, ensuite, on va récupérer l'intégrale de 0 à t. Et donc maintenant, ce que l'on va avoir, c'est tous les termes qui viennent de la multiplication de ce qui est ici par phi et de la multiplication de ce qui est là par xi. Et donc, si pour garder à peu près l'ordre des termes, j'ai un fu phi phi. OK. Celui-là, vous savez, hein, c'est d'après la monotonie. Hein, la monotonie globale entraîne une monotonie partielle, donc FU est positif ou nul. FU est positif ou nul, GX est positif ou nul, et on a, en fait, plus globalement que GX, GU, FX, FU est une matrice qui est positive ou nulle. Ça, c'est la monotonie. OK ? Donc, effectivement, si vous avez une matrice qui est positive, un bloc diagonal comme ça est positif ou nul. Alors, donc, je continue à écrire maintenant mon expression. Ça, c'est le premier terme. Ensuite, j'ai tous les termes non diagonaux, c'est-à-dire fx xi scalaire phi, plus gu phi scalaire xi, plus gx phi phi. Donc je sais que ça est positif ou nul, je sais que ça est positif ou nul, et je sais surtout, de par la positivité de toute la matrice, que tout ceci est positif ou nul. Et je sais également que ceci est positif ou nul. Et donc, j'en déduis a priori que, effectivement, les termes positifs ou nuls se trouvent être nuls. Et c'est maintenant que je dois faire une hypothèse. Mesurer, ce n'est pas une hypothèse du style s'il y a quelque chose qui s'annule, alors il y a quelque chose d'autre qui s'annule. C'est une hypothèse avec un alpha qui me permettra d'avoir les estimations a priori par l'argument de compacité que je vous ai déjà indiqué. Donc ça, il faut le mesurer, le quantifier. Mais qu'est-ce que l'on essaie d'avoir, avant même de parler de quantification, c'est que soit, si on essaie de reproduire ce que l'on a fait ici, le premier cas de figure, souvenez-vous, le premier cas de figure, c'est de faire une hypothèse sur U0 et sur un autre bout. Alors, regardons bien. Si on fait une hypothèse sur U0, c'est on veut que ça entraîne que U'0 égale à état. Donc, U'0 état soit nul. Premier cas, ça veut donc dire U0 alpha monotone. Ça commence bien. Ça entraîne que U'0 état vaut 0, c'est-à-dire que phi à l'instant initial vaut 0. Bien. OK. Alors, examinons. Et cela dit, il va falloir quelque chose en plus. Donc, on sait qu'on part d'un phi qui est nul. Quelle était l'hypothèse que l'on faisait? On avait une autre hypothèse sur f, cette fois-ci, qui nous assurait que le f' xi était nul. Le f et le f', c'est gx. Donc, si je rajoute une hypothèse, c'est qu'il faut que tout ce bazar-là, tout ça, contrôle le fait que ceci est égal à 0, bien, il faut que ça entraîne que gx xi soit nul. Parce qu'en effet, faisons cette hypothèse. On vérifie que le noyau est réduit à 0. Si on fait cette hypothèse, à savoir que la positivité, puis après je reprendrai tout dans le sens normal. Si l'on fait cette hypothèse, qu'est-ce que ça nous assure? À savoir que chaque fois que ceci s'annule, ça entraîne que cette partie-là, hein, qui est la partie diagonale supérieure de gx xi, gx au point xi, que xi est dans le noyau de ceci, ça ne veut pas dire que cette partie est nulle, ça veut dire simplement que xi est dans le noyau. Eh bien, si vous avez cette propriété et que vous reportez maintenant
Vous avez du GU, c'est pas fini. Vous savez maintenant que phi point est égal à GU phi, mais vous savez, vous venez de démontrer que phi de 0, ça vaut 0. L'hypothèse sur U0 vous dit que phi de 0 vaut 0. Et si on fait cette hypothèse, qui est l'analogue de l'hypothèse sur le petit f, ça vous assure que ça devient une équation, que ça se découple. La partie en xi, vous ne la voyez plus. Si vous ne la voyez plus, maintenant vous en déduisez équation linéaire que phi est nul. Ensuite, vous reportez ça dans l'autre système. Vous en déduisez que xi point est égal à fx xi, avec xi de t égale à 0. Un nouveau système linéaire, c'est-à-dire que xi est identiquement nul. Fin de la démonstration. Donc, soit on fait une hypothèse en x, sur U0, et sur le fait que toute la monotonie contrôle cette propriété en x, soit, ça c'est le premier cas de figure, et vous voyez la chaîne d'arguments, ça ne nous entraîne pas directement que phi point vaut 0, ça nous entraîne que phi point se découple, que l'équation en phi se découple d'xi, et comme on a montré, et ça nous dit que la condition initiale est nulle, et donc ça nous permet de conclure que phi est identiquement nul, et comme précédemment, que xi est identiquement nul. Bien. Le deuxième cas de figure, c'est de faire une hypothèse, au contraire, souvenez-vous, on ne se servait pas du prime 0 et on n'extrayait pas d'informations sur le xi, mais on extrayait de l'information sur le f' phi. Donc le deuxième cas de figure, et puis après je reprendrai tout et j'écrirai proprement les hypothèses, c'est de dire que ça entraîne plus rien sur les xi, mais ça entraîne que fu, pas que phi est égal à 0, mais que fu scalaire phi est égal à 0. C'est l'analogue de ce que l'on a fait précédemment, et maintenant je peux effacer ce que l'on a fait. J'en ai plus besoin. Alors là, pourquoi on conclut dans ce deuxième cas ?